Bonjour et bienvenue sur Plan B, l'émission qui essaie au mieux de nourrir votre réflexion sur les limites écologiques et sociétales à la croissance et de vous donner des clés pour prendre des décisions qui vous semblent être les bonnes. Aujourd'hui, nous allons parler de sport d'hiver et de ski. Ce fut un sujet brûlant dans nos sphères de discussion pendant les JO de Pékin. Ça l'est également de plus en plus en France où la controverse s'amplifie sur la soutenabilité environnementale des sports d'hiver. À quoi se rajoute, à l'image de l'aviation touristique par exemple, la problématique qui consiste à consacrer des ressources naturelles pour une activité relativement peu essentielle, bénéficiant surtout aux plus aisés. Désolé. Pour en parler, je reçois aujourd'hui Valérie Pommier. Bonjour Valérie. Bonjour Cyrus. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous avez travaillé pendant assez longtemps dans la promotion immobilière et la finance, notamment dans le domaine foncier immobilier en station de sport d'hiver. Vous avez aussi travaillé au consulat de Hong Kong pour promouvoir la destination France-Alpes auprès des tours opérateurs asiatiques. Et puis, vous avez décidé d'une reconversion, si je comprends une sorte de crise de sens. Vous êtes aujourd'hui fondatrice de Résilience Montagne, un think tank qui a pour mission de regrouper et vulgariser l'information concernant le réchauffement climatique en montagne. Vous animez la réflexion avec des élus locaux, des associations, des collectifs, des universitaires et des journalistes sur l'avenir de la montagne et les enjeux environnementaux, fonciers, sociaux, économiques, climatiques et politiques que ça soulève. Et c'est de tout ça dont on va parler. À vos heures libres, vous êtes aussi monitrice de ski et aujourd'hui d'ailleurs, on ne sera pas dans un discours anti-ski primaire et vous déployez une démarche constructive. Pour les auditeurs, vous pouvez écouter notre émission en podcast ou la regarder en basse définition pour limiter votre empreinte écologique. Pour nous soutenir, vous pouvez liker, partager nos contenus, vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi commenter pour poursuivre les débats que nous lançons ici. Alors, le format que nous allons avoir, c'est une première partie avec 10-15 minutes de questions flash. Valérie, vous n'avez pas eu les questions au préalable. Il s'agit pour nos auditeurs de comprendre rapidement à qui ils ont affaire et comment vous vous positionnez. Vous avez 1 ou 2 minutes par question pour répondre. Dans la deuxième partie de l'émission, on va souffler un petit peu et vous pourrez librement revenir sur les questions que vous souhaitez approfondir, sur lesquelles vous restez sur votre faim et souhaitez apporter des précisions. Est-ce que ça vous convient, Valérie? C'est parfait. Valérie, est-ce que premièrement, vous pouvez nous exposer, de votre point de vue, les conséquences environnementales des stations de sport d'hiver? C'est le développement global dans son entièreté qui pose aujourd'hui problème. La montagne a été, le développement en montagne a été instigé il y a quelques décennies. C'était un véritable essor pour toutes les vallées de montagne d'un point de vue économique. Mais aujourd'hui, on est dans l'excès, on n'a pas su s'arrêter. On est environnementalement dans une démesure d'artificialisation des sols, d'assèchement des sources, de détournement de torrents, de rivières, de détournement des cycles de l'eau et tout ce qu'on connaît aussi de l'enneigement artificiel. Vous avez en particulier travaillé dans le domaine de l'aménagement foncier. Qu'est-ce qui pose problème en la matière? Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle trop de lits. De construire toujours en montagne, c'est un milieu qui est extrêmement fragile. C'est un milieu naturel très très sensible. Je rappelle toujours qu'en montagne, il y a nos sources d'eau potable. Et aujourd'hui, malheureusement, l'artificialisation des sols en montagne par les développements fonciers sont crescendo, alors qu'on a trop de lits. On s'accorde toujours à dire qu'on a 50% de lits en montagne qui sont froids, c'est-à-dire, on va dire, pratiquement jamais occupés. Et quand les domaines skiables de France disent, ou les chiffres disent qu'on est à 70-80% de remplissage, on est à 70-80% de remplissage sur 50% de lits marchands. Donc, on a de toute façon 50% de lits qui dorment. Donc, il est beaucoup plus nécessaire et urgent de, on va dire, réchauffer ces lits que d'en construire des neufs et continuer à créer le déficit de lits froids. Mais est-ce que c'est une bulle immobilière ou est-ce que ça
trouve quand même de la demande en face. C'est rentable quand même comme activité. Alors, c'est assez rentable pour quelques promoteurs, c'est sûr, hein, mais le modèle est faussé, en fait. Effectivement, hein, les stations de ski aujourd'hui, sans la promotion immobilière, ne seraient pas aussi prospères. On va dire que c'est la promotion immobilière qui tire les stations vers le haut d'un point de vue économique, hein. Il y a quelques promoteurs qui montent. La tension foncière dans les vallées, on va prendre Annecy, que je connais bien, elle est telle pour les promoteurs qu'ils ont intérêt de monter, hein. Les bilans sont bien meilleurs en station. Mais on table toujours sur cette montée en gamme, puisque les fonciers sont de plus en plus chers. Donc, quand on monte en gamme, on perd la clientèle française et on va chercher une clientèle toujours plus loin. On internationalise un marché. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit continuer à chercher cette clientèle de plus en plus loin qui, oui, achète des appartements? Oui, avec les conséquences environnementales que ça implique sur le déplacement des touristes. Ça m'amène quand même à ma question suivante. Sur le plan socio-économique, emploi, rentrée fiscale, etc., quels sont les avantages du tourisme alpin, éventuellement des inconvénients aussi? Qui sont les gagnants et les perdants économiques de cette économie-là? Il y a énormément de gagnants, c'est clair, depuis plusieurs dizaines d'années, hein. Les domaines skiables de France aiment à dire que l'économie du ski, globalement, rapporterait entre 5 et 9 milliards par saison, ce qui est phénoménal, hein. On parle d'une saison, c'est court, hein. Oui, effectivement, ça, c'est une énorme manne d'argent. Également, ils mettent en avant des 120 000 emplois environ, on dit, qui seraient par ruissellement créés. On ne parle pas dans ces 120 000 emplois quels sont les emplois de saisonniers, quel est le pourcentage d'emplois de saisonniers, donc d'emplois extrêmement précaires, de personnes qui ne peuvent même pas se loger dans les stations, hein, qui vivent dans des caravanes en vallée. On ne sait pas ça. Enfin, moi, j'ai pas les chiffres, hein. Ils sont tous. Tout le monde donne des chiffres, mais ils sont tous un petit peu faussés, quoi. Donc voilà, ça c'est l'économie réelle du ski. Donc 120 000, ça inclut les saisonniers, qui ne sont pas forcément des locaux d'ailleurs, mais bon, ils en vivent quand même. C'est Alpes, Pyrénées, l'ensemble de la France ou juste les Alpes? C'est le domaine skiable français dans sa globalité. 120 000, d'accord. Parlons climat. Au regard du réchauffement climatique, est-ce que le ski a un avenir? Est-ce qu'il y aura encore de la neige en 2050, en 2100? Tout le monde s'accorde à dire que l'ISO 0 degré quand même remonte régulièrement, hein. Il fait 0 degré de plus en plus haut. C'est pas anecdotique, hein. Oui, le ski va probablement continuer dans nos montagnes françaises, hein, mais à une altitude extrêmement élevée, très très élevée, hein. On parle des hautes stations de Tarentaise, Val Thorens, Val d'Isère. Oui, ok, hein, le village de Val d'Isère est à 1850 mètres. Il a un domaine qui monte à plus de 3000. On est sur les glaciers. Il faut quand même presque 700 canons à neige pour maintenir la neige à Val d'Isère avec un enneigement d'un village qui est à 1850. En comparaison, la Clusaz a le village à 1000 mètres et monte à 2004. Donc, est-ce qu'il faut 2000 canons à neige là pour tourner? Non, effectivement, les stations-villages ont intérêt à sortir du modèle du ski assez vite parce qu'on manque de neige. Vous dites que dès aujourd'hui, Val d'Isère est dépendant d'enneigement artificiel pour continuer de tourner. J'ai lu récemment, donc sur la page, hein, de Val d'Isère, 624 canons à neige à Val d'Isère avec des systèmes hyper perfectionnés d'enneigement. Oui, le glacier de Tignes, il y a des canons depuis longtemps sur le glacier. Hein. D'accord. Donc aujourd'hui, pour être certain que le bas de la station, c'est-à-dire à 1850 mètres, est un retour ski au pied, ces stations-là, oui, dépendent de l'enneigement artificiel. D'accord, d'accord. Donc, on peut imaginer ce qu'il en sera à plus de degrés ou à plus 3 degrés, etc. D'ailleurs, je note que les personnes qui travaillent en station de sport d'hiver sont un peu à l'image des agriculteurs et des gens qui travaillent dans le domaine de la forêt, un peu en première ligne devant les conséquences du réchauffement climatique et ils les voient. C'est-à-dire n'importe qui a observé la montagne depuis des décennies voit ce qui se passe. Bon. Super. Faut-il, selon vous, vous y avez un petit peu répondu, mais si vous pouvez développer en 1 ou 2 minutes, faut-il, selon vous, en France et ailleurs, un plan de sortie du ski? C'est certain. Aujourd'hui, on ne doit plus conforter un modèle qui court à sa perte.
c'est plus possible. N'importe quelle entreprise privée, moi j'irais à la banque avec un modèle qui péricliterait à cause d'événements extérieurs que je ne contrôle pas, la banque ne me prêterait pas. C'est clair. Aujourd'hui, on ne doit plus subventionner un modèle qui est voué à aller dans le mur. C'est clair, même pour les hautes stations. Hein. Donc, on doit aujourd'hui non pas penser à une sortie du ski, mais opérer une transformation du modèle le plus vite possible, justement, parce que des gens en dépendent, parce qu'économiquement, il y a des gens qui dépendent à 100% du ski. Ça va mener à la question suivante. Quelles sont les solutions de reconversion économique de ces territoires qui sont très dépendants de cette activité-là? Malheureusement, tout le monde les cherche parce qu'en fait, il y a deux discours. Il y a le discours des opérateurs, des acteurs type du ski, domaine skiable, l'État, les départements, qui disent où va-t-on trouver ces 5 à 9 milliards? Sauf qu'il faut pas parler comme ça. Nulle part. Nulle part. Et j'espère nulle part, parce que qu'est-ce qu'il faudrait faire pour avoir cet argent qui est une manne gigantesque? Je pense qu'il y a un moment, effectivement, quand on entend beaucoup parler, on doit parler aujourd'hui sobriété. Est-ce qu'il est normal aujourd'hui de continuer d'enneiger artificiellement les domaines à hauteur globalement de 70% contre moins de 30% actuellement pour perpétuer ce modèle? C'est un plan régional, ça, en Rhône-Alpes. Je ne crois pas. Effectivement, quel est le modèle? Comme l'avait très bien dit M. Montagne de M. Wauquiez, ce n'est pas en faisant de la luge d'été et du VTT qu'on trouvera cet argent. Ben oui, il a raison. Il a raison. Mais il faut penser sobriété et transformation du modèle, bien sûr. Eh bien, dans cette trajectoire qui, comme vous dites, aussi incertaine, quels sont les blocages auxquels on va faire face, sachant que vous êtes bien introduite auprès des parties prenantes qu'on a citées tout à l'heure et dans le dialogue autour de ces sujets-là. Donc, vous avez probablement une bonne vision de ce qui va bloquer. Et ce qui bloque dans le changement du modèle, tout simplement la volonté politique. C'est dommage. J'ai assisté en septembre au lancement du plan montagne qui s'appelle le plan montagne durable de Laurent Wauquiez de la région Rhône-Alpes au Grand Bornand, c'était le 16 septembre. Le titre m'a fait rêver. J'ai dit, ça y est, on y est. Voilà le plan montagne durable. On en est encore dans conforter un modèle, et c'est un plan neige, malheureusement. En 2016 ou 2018, il a été débloqué pratiquement 200 millions d'euros pour la neige artificielle, pour fabriquer de la neige, 200 millions d'euros sur X temps pour conforter le modèle. Et là, en 2021, en septembre, on débloque encore la moitié du budget pour conforter le modèle, même des petites stations, sachant que les petites stations sont en bas. Et elle n'a de durable, ce plan neige, il n'a de durable, comme cité par les représentants de la région, de mettre des panneaux photovoltaïques sur des canons à neige, d'arriver à mettre des dameuses hydrogènes qui ne sont pas du tout durables pour le coup, et puis de mettre des lampes LED dans les villages. C'est bien dommage, c'est bien dommage. Merci beaucoup Valérie d'avoir répondu avec franchise et concision. Vous pouvez souffler un peu, même si vous n'avez pas l'air essoufflé, vous avez l'air tout à fait sereine. Merci pour tout ça. Ça amène un certain nombre de questions de ma part et puis sentez-vous libre, là, dans la demi-heure qui nous reste, à revenir sur des points que vous souhaitez approfondir davantage. Une réaction de ma part en partant d'un point de vue d'abord personnel. J'aime le ski. J'aime le ski, ça m'amuse, voilà, depuis l'enfance. Outre le fait que ça m'amuse, c'est l'occasion pour ma famille, une fois par an, de se retrouver, voilà, de passer du temps ensemble. Donc, c'est une activité qu'on mène en famille. Pour être honnête, je n'avais pas vu venir cette controverse environnementale-là jusqu'à il y a en fait assez peu de temps, jusqu'à il y a 1 ou 2 ans. Je me disais, bon, ça va, ça reste local, j'ai pas besoin de prendre l'avion pour y aller. Les remontées mécaniques fonctionnent avec une électricité bas carbone. Bon, bref, tout un tas d'arguments qui me confortaient dans tout ça. Et puis, j'avais pas vu surgir cette controverse. Je m'étais pas intéressé jusqu'à récemment, et les JO de Pékin ont amplifié la chose. C'est vrai que je dois admettre, déjà d'un point de vue purement symbolique, mettons de côté les quantifications des problèmes environnementaux, d'un point de vue symbolique,
effectivement, bon, je vois des images où on fait exploser à la dynamite des bouts de montagne pour construire des réservoirs d'eau. Et l'idée même de se construire des petits paradis artificiels dans un monde où voilà, les inégalités s'accroissent, donc des petits paradis artificiels pour qu'une élite qui déjà est un peu en train de faire sécession continue de s'amuser, c'est un avenir qui me paraît dystopique. Voilà. Donc, voilà, j'ai devoir vivre avec cette idée-là, ce qui ne me rend pas tyrannique envers ma famille, mais voilà, vivre avec, et je ne sais pas comment faire pour l'instant, j'en suis là. Est-ce que, outre les aspects symboliques, peut-être que j'en ai raté d'autres, hein, mais je pense que comment dire, les symboles sont importants aussi dans cette question écologique. Outre des aspects symboliques, est-ce que quantitativement, on parle de grandes masses importantes, c'est-à-dire, bon, je vois des arguments disant, bon, l'enneigement artificiel, c'est pas si problématique parce que ça, on prend de l'eau, mais on la retourne au sol, bon, des choses comme ça. Est-ce qu'en termes de vraiment consommation d'énergie, d'eau ou de sol, ça représente quelque chose de significatif? Oui, oui, c'est significatif, hein, c'est clair. Aujourd'hui, quand on parle de consommation d'eau, pour faire de la neige, même si les moyens technologiques se sont bien améliorés, même si on ne produit pas de la neige comme dans les années 80 et que technologiquement, on semble être au point pour utiliser moins d'eau, c'est phénoménal, hein. Et puis, les conséquences sur ces sur ces constructions de retenue, parce qu'aujourd'hui, pour fabriquer de la neige, il faut de l'eau. Alors, soit l'épuiser directement dans des torrents ou dans des lacs existants, comme on le voit dans certaines stations, soit on est obligé de construire des retenues collinaires. C'est le cas, il y a un plan retenue collinaire Auvergne-Rhône-Alpes là, qui est gigantesque, hein, gigantesque. D'ailleurs, quand on va sur la page de la région, il y a comme une fiche de marché, hein. Vous, les communes, vous avez besoin de retenues collinaires ou de canaux, merci de remplir la fiche. C'est comme c'est un catalogue de correspondance et voilà nos subventions. Aujourd'hui, les retenues collinaires sont un véritable problème dans la continuité de conforter ce modèle, en fait, réellement. Moi, je prends toujours en exemple ce modèle qui est devenu hyper symbolique, hein. Il y a en France un énorme mouvement contre la retenue collinaire de Bourgard à la Clusaz. C'est gigantesque ce qui se passe. Je pense que les domaines skiables de France, même s'ils ne le disent pas, ont quand même les yeux rivés sur ce qui se passe là, sur ces quelques associations collectifs qui se battent. Cette retenue, par exemple, très symboliquement, hein, pour la remplir, 148 000 mètres cubes d'eau, c'est quand même incroyable. Il faut quand même raser une forêt. Il y a 58 espèces protégées. Juste en 1,50 m, 2 mètres de là, il y a une zone Natura 2000 avec une tourbière gigantesque qui risque d'être asséchée. Cette retenue de 148 000 mètres cubes va être remplie par... on va siphonner une source d'eau, on va dire potable, à 3 km plus bas. Donc, on siphonne une source d'eau potable. On la monte dans une retenue à 1500 mètres. Elle devient non potable. Donc, pour la remettre, si on avait envie de la mettre dans le réseau d'eau potable, il faudrait la repotabiliser. Donc, quand la mairie dit oui, elle va servir aussi à l'eau potable, bon, utilisons l'eau en bas, elle est directement potable. Sachant que, par exemple, la Clusaz, et c'est le principe de toutes les stations aujourd'hui, hein, elles ont toutes déjà des retenues et de l'enneigement artificiel qui leur permettent de fonctionner. La retenue, la Clusaz, déjà, 4 retenues collinaires qui comptabilisent 270 000 mètres cubes d'eau pour enneiger ces domaines et tourner à hauteur de 27% d'enneigement artificiel. Est-ce qu'à 1000 mètres aujourd'hui, on doit dire, on construit une 5e retenue pour conforter le modèle et enneiger à 50% les domaines, en siphonnant de l'eau potable, quand on connaît aujourd'hui la valeur de l'eau potable et ce qui va advenir de notre eau potable. Surtout qu'en siphonnant cette eau d'eau potable, il y a un très fort risque d'assèchement d'un torrent. Donc, quand un torrent est asséché, on y tue aussi toute vie piscicole. Et ce torrent se jette dans une autre rivière qui elle-même se jette dans le Rhône. N'y a-t-il pas aujourd'hui des problèmes de débit dans le Rhône? Ça pose question. Je comprends. Vous avez évoqué les associations de défense de l'environnement. C'était justement un sujet sur lequel je voulais revenir. Est-ce que le mouvement est croissant? Qui sont ces gens? Sont-ce des locaux qui voient leur paysage se dégrader? Sont-ce des Parisiens qui viennent emmerder les provinciaux? Je caricature un peu, mais voilà. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu ce mouvement et les tendances et dans quelle mesure ça peut être une force de changement?
Oui, sur tous les massifs aujourd'hui, moi je constate et je suis beaucoup appelée par énormément d'associations qui sont tous, ou des collectifs, qui sont tous des acteurs locaux. À la Clusa, par exemple, ce sujet que je connais très bien, il y a énormément de résidents à l'année, il y a des cluses, comme on dit. Il y a des gens dits Grand Bornand, qui sont le village d'à côté, parce qu'ils ont les mêmes problématiques et que c'est la même vallée. Il y a des associations de résidents secondaires qui sont très préoccupés parce que eux, ils sont là, ils ont acheté il y a 20, 30 ans, ils sont bien et ils voient une station qui est complètement transformée. Puis finalement, ils aiment aussi la montagne, pas que le ski, en se disant, s'il n'y a pas de neige, nous, on vient quand même dans notre résidence secondaire. On y fera autre chose. Hein. C'est ce qui s'est passé l'année dernière. Il n'y avait pas de remontée mécanique. C'était full. Hein. Les réservations étaient full dans les stations villages. Donc, ce sont des acteurs locaux, oui, qui se sentent très, très préoccupés. Et tout ça redescend un petit peu en vallée. Alors, je ne sais pas comment Annecy est vue de Paris, peut-être déjà en montagne, mais de la Clusa, par exemple, les gens d'Annecy n'auraient pas le droit de dire leurs mots. Le maire nous dit très clairement, vous, les gens d'Annecy, c'est un problème local de la Clusa, ne vous intéressez pas à ce qui se passe en montagne. Mais pour moi, c'est local, Annecy. Si on élargit un petit peu le débat, oui, bien sûr, on parle de bassin versant, ça concerne tout le monde. Hein. Donc, en fait, oui, même en Maurienne, en Tarentaise, on a énormément d'associations et de collectifs aujourd'hui qui luttent contre ces projets de démesure. Et ce sont aussi des gens qui vivent de cette économie. Hein. À la Clusa, on a un directeur d'école de ski qui vit du ski, qui a créé des écoles de ski. On a des résidents qui font de la location de chalets, de la location d'appartements. Mais il y a un moment où ils disent, on n'en veut plus. On ne peut plus aujourd'hui, notre village ne peut plus supporter ces développements à outrance. Donc oui, aujourd'hui, les associatifs de locaux et de collectifs s'organisent, on va dire, se rencontrent, discutent, chacun se suit. Là, en Maurienne, il y a une association qui s'appelle Vivre et Agir en Maurienne, qui a lutté contre une retenue collinaire. Le commissaire enquêteur a entendu, a dit non, on ne met pas de retenue collinaire pour conforter le modèle du ski ici, globalement, parce qu'il y a un réchauffement climatique. C'est une association locale, ce sont tous des gens qui vivent en Maurienne, hein, qui ont supporté ça. Ils ne sont pas récupérés, on va dire, par des grandes villes et des systèmes politico quelque chose qui vont dire on les récupère et puis on lutte. Hein. Pas du tout. Ce sont des gens qui veulent discuter avec leurs élus autour de table pour dire mais qu'est-ce qui va se passer dans les 20 prochaines années ou 30 prochaines années si on continue ce modèle-là. Bon, il vient dans mon esprit l'opposition, enfin le parallèle qui ne vaut pas grand-chose en fait, l'opposition entre anti-chasse et chasseurs dans certaines régions, etc. C'est probablement un parallèle qui ne vaut pas dans ce cas-là, j'en sais rien. Dans votre cas, qu'est-ce que vous observez justement entre les deux côtés de la barrière, on va dire, entre les associations que vous côtoyer et simplement les gens qui vivent directement de cette activité, restaurateurs, moniteurs de ski, etc. Enfin, comment se passe le dialogue entre les uns et les autres? Parce que je pense que c'est aussi beaucoup là-dessus que ça va se jouer. Effectivement, c'est pas moi depuis Paris qui vais venir mettre mon grain de sel. Non, c'est difficile. La discussion est hyper difficile. D'un côté, on a des élus qui sont hyper sollicités par la promotion immobilière, par des investissements, des investisseurs, par l'idée d'augmenter encore leur domaine skiable, par récupérer encore des kilomètres de pistes. Donc pour ça, il faut enneiger artificiellement. Quand le foncier monte à ce point, le prix du terrain monte à ce point dans un village de montagne, c'est-à-dire que mathématiquement, quand le prix du foncier est là, le prix de sortie à la vente est là. Et ça monte comme ça si le prix de foncier monte. Donc, quand on arrive à des prix de sortie qui sont mais dingues, par exemple, à Val d'Isère aujourd'hui, on est à 25 000 euros du mètre carré. À la Clusa, il y a des programmes immobiliers en cours qui sont à plus de 10 000 euros du mètre carré. La promotion immobilière va aller voir le maire, va lui dire on amène des gens fortunés chez vous, ça fait monter en gamme le village, ça vous donne un peu de dollars dans les yeux. Mais qu'est-ce qu'il faut quand on vend ces villages à ce prix-là? Eh bien, il faut du ski au pied. Donc, les élus amènent tous ces réseaux, donc des routes, des autoroutes et de l'enneigement, des canalisations, des retenues, du bazar, pour que quand on achète à 14 000, 10 000 ou 27 000 euros du mètre carré, on chausse devant l'immeuble. Hein, parce que les gens disent à ce prix-là, moi, c'est du ski au pied. C'est ce qui est vendu sur les plaquettes de promoteurs. Donc, quand ils n'ont
on va dire, les locaux, les habitants, ne sont pas mis au courant de ça, bien évidemment. Il est très difficile aujourd'hui pour les locaux de se mettre autour d'une table avec des élus qui ont des projets à 10, 15 ans. Eux-mêmes jouent leur mandat. C'est compliqué. Les ESF, hein, les écoles de ski, le SF, n'ont pas intérêt non plus à dire on n'arrête pas, on arrête d'agrandir les domaines. Quand on agrandit un domaine, on recrute du moniteur. Ah oui. Donc voilà, les moniteurs sont indépendants, soit, hein, mais voilà, il y a des opérations à changer. Il y a également, évidemment, quand on vit de 100% de la location de ski dans un village, oui, on vit très bien 5 mois, puis peut-être qu'on a un autre métier dans les champs ou agriculteur. À l'époque, nos anciens étaient ça pour l'été, mais la majeure partie des gens se disent on a un petit peu 3 mois pour se laisser couler. C'est quand même assez confortable, je dirais, comme on bosse beaucoup sur la saison, puis le reste du temps, un peu moins. Et les opérations à changer, ce qu'il faudrait changer, c'est vraiment à la base du système. Hein. Aujourd'hui, est-ce qu'une école de ski qui est très, très emblématique, c'est l'ENSA, qui forme tous nos moniteurs? Est-ce qu'aujourd'hui, on doit laisser rentrer des jeunes en formation de moniteurs et leur faire croire que dans 30 ans, c'est encore la poule aux œufs d'or? Bonne question. Moi, je ne crois pas. Mais j'ai l'impression qu'il y a des moniteurs qui sont conscients de ça, dans le sens, alors je ne sais pas s'ils représentent 5% ou 95%, mais bon, à nouveau, ils côtoient au quotidien cette nature-là qui se transforme. Et certains ont un discours un peu nostalgique de voilà, maintenant c'est surtout du tourisme de masse étranger et puis la vallée ne ressemble plus à ce que c'était et ils sont conscients que le réchauffement climatique, patati, enfin, etc. Voilà, est-ce que ce discours-là est plutôt, il se diffuse chez les moniteurs ou est-ce que je suis comme d'habitude dans ma bulle et voilà. Tout le monde sait. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus ignorer les conséquences du réchauffement climatique, qu'on soit à Annecy, à Val Thorens, à la Clusaz, à Val d'Isère, bien sûr. De toute façon, ils le constatent eux-mêmes. Hein. Les jours d'enneigement sont bien moindres. Et puis, par exemple, il y a 3 semaines, hein, on avait un ISO 0 degré à 4500 mètres. 4000 mètres même, dans le mois le plus froid de l'année en janvier. On était à 15 degrés en t-shirt sur les terrasses. Alors, on peut dire oui, c'est exceptionnel, mais on a quand même une météo qui est modifiée par le climat. On n'en est plus à confondre météo et climat, et j'invite les élus qui confondent encore de prendre quelques cours de formation, parce que ça existe encore. Mais oui, les moniteurs le savent bien, sauf que qu'est-ce qu'ils ont en modèle de compensation? Qu'est-ce qu'on leur propose? Mais rien, en fait. On leur dit, ne vous inquiétez pas, on va enneiger artificiellement et vous allez pouvoir continuer à skier. Puis vous inquiétez pas, là, on va construire 80 appartes où le prix sera 13 000 € du mètre carré. Donc, les gens vont pouvoir s'offrir des cours de ski et puis on va leur mettre des canons. Comme ça, ils iront directement à l'ESF. Je sais pas, mais moi, à leur place, j'aurais très envie de le dire aussi, mais je le dis. Hein, mais qu'est-ce qu'on m'offre à la place? Tout cet argent qui est dépensé par subvention, hein, c'est de l'argent public quand même. Hein. C'est quand même fou. Les investissements de conforter ce modèle, c'est quand même de l'argent public pour 7% de Français qui skient. À peu près, c'est ça. 7%. Parce que ça coûte cher, hein, le ski. 7%, c'est une minorité. Mais qu'est-ce qu'on offre à ces gens comme perspective d'avenir? On ne parle pas à 5 ans, on parle à 20-30 ans. Le plan montagne qui est déroulé là actuellement, c'est à 20-30 ans. Les élus disent, laissez-nous encore enneiger 30 ans. Alors peut-être qu'il y a un problème de définition. Peut-être que pour les gens qui ont conscience de l'environnement ou qui ne sont pas dans le business pur ou comme moi, que je suis facile, hein, je suis à Annecy, je ne suis pas sur les pistes à attendre les clients, peut-être que 30 ans, pour moi, c'est demain. Et peut-être que pour eux, 30 ans, on a le temps. Et c'est bien là, je pense qu'il y a un problème de définition. Mais ça veut dire quoi, laissez-nous enneiger 30 ans et il se passe quoi en 2053 après? Voilà, en fait, c'est ce qui est annoncé par les élus actuellement, c'est la grande chanson, c'est de dire on a besoin de financer la transformation du ski par le ski. Donc, laissez-nous enneiger 30 ans et nous en mettre encore plein les fouilles pendant 30 ans grâce au ski, afin de payer la transformation du modèle. Donc, moi, j'ai travaillé en finance, je leur dis OK, super, il est où votre business plan? Moi, si je demande 30 ans de finances publiques pour dire j'ai besoin de cet argent pour financer un modèle dans 30 ans, le banquier va me dire c'est quoi votre business plan? Parce qu'on parle quand même de plusieurs centaines de millions d'euros. Mais il n'y a rien, parce que ça n'existe pas. Tout le monde planche dessus. Le premier qui trouve le modèle, il sera lui, par contre, très, très riche, et tant mieux pour lui. Mais par contre, quel est le modèle? Sauf de la sobriété.
Ça s'apparente un peu à la logique du secteur pétrolier en la matière. Bon, bref. Super. Est-ce que vous voulez revenir sur votre expérience antérieure dans la promotion immobilière? Qu'est-ce que vous y avez vu, sans trahir qui que ce soit et révéler le secret des dieux, mais qu'est-ce que vous y avez vu et qu'est-ce qui vous a motivé à partir? Oui, je travaillais finance pure pour des foncières plutôt très, très grosses qui investissent avec des rentabilités à 100 ans. Hein, donc, de dépenser beaucoup d'argent, c'est pas très grave, ils sont tellement riches. Et puis, la promotion immobilière, oui, qui subit des tensions foncières énormes en vallée. Aujourd'hui, on parle beaucoup des conséquences de l'artificialisation des sols. Est-ce qu'on doit continuer à construire à outrance? Les prix de foncier montent. Nous, dans les Alpes, là, en Rhône-Alpes, en Haute-Savoie, nous sommes encore des régions économiquement extrêmement dynamiques. On a Genève à côté qui nous apporte une richesse formidable. Il y a plus de 100 000 frontaliers qui traversent avec des moyens colossaux de vie, tant mieux pour eux. On a aujourd'hui une économie qui est riche par différents secteurs d'activité. Industriellement, ça fonctionne. On a encore la vallée de l'Arve, même si elle subit ça par la pollution, mais qui est la vallée mondiale du décolletage, par exemple. Mais aussi, on est une vallée où Grenoble, Chambéry, Lyon et Annecy viennent passer en mairie écolo. Et ce qu'on appelle cette vague verte rhône-alpine, elle est extrêmement importante parce qu'on touche les points qui sont les limites du système pour lequel qui a fait vivre ces villes, en fait, qui est l'économie aussi du ski, et qui mettent le point sur la pollution environnementale et la promotion immobilière. Aujourd'hui, en stoppant un peu la promotion immobilière ou en mettant d'autres normes, aujourd'hui, on va décarboner dans certaines villes citées la construction. Le promoteur immobilier n'est pas très content parce qu'on touche un peu à sa marge. Donc finalement, de monter un petit peu, d'aller en montagne, le marché est plus simple. Pour le moment, on ne dit pas stop à la promotion immobilière alors qu'on a trop de lits. Et puis, les marges sont très, très confortables. Très, très confortables. Donc, on a intérêt de construire. Aujourd'hui, les Alpes sont devenues un chantier à ciel ouvert. C'est phénoménal. À La Plagne, on a 67 000 lits. C'est gigantesque, sont encore prévus d'autres programmes. Dans la vallée des Aravis, on parle de 82 000 lits dans toute la vallée. Moi, quand je vois juste sur certains domaines, Grand Bornand, La Clusaz ou Manigot, ce qu'il y a encore à construire, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, allez, je vais aller voir mes employeurs à haut niveau et leur dire, déjà, on essaie de construire propre. Aujourd'hui, on doit décarboner la construction. Quand on puise dans les nappes phréatiques pour construire du béton en montagne. Alors, pardon, votre prise de conscience, vous poursuivrez, hein, bien sûr. Votre prise de Oui. conscience environnementale, c'est venu vers, je sais pas, quelle année C'est tôt. Quand j'étais en Asie pour le ministère, ouais. quand on parlait d'amener dans les Alpes importer 300 millions de skieurs, qui fait 1% de la population dans les Alpes françaises. Non seulement culturellement, ça ne pouvait pas matcher. Chinois qui a de l'argent, il va skier au Japon. Et puis, là, ça ne marchait pas. Je me disais, c'est pas possible. Et puis, moi, je faisais déjà attention à on parlait pas de bilan carbone, mais j'avais plus trop envie de prendre l'avion alors que j'habitais à l'étranger, par exemple. Ça m'a posé problème. Et puis, quand j'ai vu après comment on construisait sur place, ça, c'est vraiment ça. Je me suis dit, des centaines de camions sur les routes, puiser des nappes pour faire du béton, déforester, détourner des rivières, ne pas tenir compte de la biodiversité. Je me suis dit, en fait, et construire en béton. Je me suis dit, même si on construit en bois, qui semble-t-il est un peu plus décarboné, Ouais. ça va pas le faire. Oui, non, en fait, sûr. Ça va pas le faire. Et après, pardon, peut-être que j'ai pas la bonne chronologie. Mais suite à ça, vous êtes allé dans la promotion immobilière, pour essayer de Alors, en changer les fait, choses de l'intérieur. en fait, quand je suis avec tout ce que j'avais vu d'essayer de capter ce marché asiatique. J'ai fait des dizaines de notes en leur disant déjà qu'on n'aurait pas ces Chinois. Et puis, c'est peut-être tant mieux parce qu'on ne savait pas les recevoir. Et finalement, quand je suis revenue en France, j'ai été happée par les milieux, on va dire, plutôt financiers, purs, parce que je connaissais
très très bien l'Asie du Sud-Est. Donc investissement foncier avec tout ce qui est de foncière Asie du Sud-Est, etc. En me disant, en fait, je dois dire aux investisseurs qu'ils ne viendront pas, ces 1% de Chinois, et puis que finalement, ce qu'ils construisent et ce qu'ils sont en train de mettre sur place, ce gigantesque plan montagne de construction, c'est pas la bonne méthode. On doit le changer. Et naïvement, j'ai cru qu'en parlant aux décideurs, j'arriverais à les convaincre parce que je croyais avoir les bons arguments. Sauf que je savais très bien, parce que je voyais aussi fonctionner, qu'on parle de tellement d'argent, on ne peut pas changer. Club Méditerranée, qui a des capitaux chinois, dit on développe un club med dans les Alpes tous les 18 mois. Je comprends la logique du business derrière, mais je ne crois pas que ce soit très, très judicieux pour le reste. Donc oui, j'ai cru que je pourrais le faire. Donc j'ai vite quitté tous ces milieux en me disant, c'est pas possible, j'ose même pas dire à mes enfants ce que je fais le soir, parce qu'en fait, je suis en train d'assécher leur vivier de nature pour plus tard, en fait. Et puis, je me suis dit, je vais faire mon tour des popotes. Je vais aller voir les promoteurs que je connais bien, tous. Je vais aller voir les élus. Je vais aller voir les décideurs. Et puis, je vais leur dire qu'ils doivent opérer un changement. Ça, c'est il y a 15 ans environ. Mais je me heurte, en fait, à des systèmes financiers qui ne sont pas prêts d'arrêter ce modèle. Et je le comprends parce que j'ai été. Aujourd'hui, quand un promoteur prévoit 1000 lits à sa banque à construire, 1000 logements à construire, il doit fournir 1000 logements, hein, parce que sinon, il n'y a pas les levées de fonds, il y a des lignes de crédit qui sont annulées. Donc, coûte que coûte, on va dire, il doit construire ces 1000 logements. Et s'ils doivent être faits un petit peu plus loin que le bassin indécien et monter, ou plus loin que Albertville et monter en Tarentaise, peu importe, lui, ce qu'il veut, c'est construire ces 1000 logements pour rassurer ses banques. C'est juste là le problème. Je reviens sur un point que vous évoquiez, et puis peut-être quand même aussi laisser 5 minutes à la fin, peut-être vous laisser librement revenir sur n'importe le point que vous souhaitez en clôture. Vous avez parlé on va dire, de revirement politique avec Annecy et Lyon qui sont passés côté écologiste. Ça pose plus généralement, alors on comprend bien les blocages et on n'a pas toutes les solutions, etc. Mais un préalable à tout ça, c'est de diffuser un contre-récit. Voilà, de planter un nouveau décor en termes de récit et en termes culturels sur quelque chose qui soit un minimum quand même enviable pour 2050. Donc, outre ce qui est faisable, pas faisable, les blocages, etc., voilà, enfin, votre montagne idéale en 2050, ce serait quoi? Sachant que, bon, il y a des dégâts déjà engagés, il y a des projets, etc. Enfin, il y a des choses qu'on ne récupérera jamais. Néanmoins, voilà, parce que vous êtes aussi monitrice de ski quand même. Enfin, voilà, on l'a dit, vous ne plaidez pas pour une disparition totale, une interdiction, etc. Mais dans votre esprit et dans les récits que vous partagez avec, entre guillemets, vos alliés, à quoi ça ressemble l'avenir? Oui, l'idée, c'est pas de dire arrêtons tout, hein. Moi, j'ai le même problème que vous, hein. J'aime skier et j'adore ça. Quand il a neigé la nuit et qu'il fait beau et que j'ai envie de monter au ski, je monte. Et je me dis, utilisons l'existant, en fait. C'est déjà énorme. On a des domaines skiables hyper chouettes en France, c'est clair. On a peut-être même moi je dis les plus beaux. On a des stations magnifiques, que ce soit des stations village ou des stations de haute altitude. Elles sont équipées, les gens viennent et utilisons cet existant. Je pense qu'on ne doit plus aujourd'hui conforter ce modèle. On ne doit plus investir dans un modèle qui court à sa perte dans quelques temps. Et je suis également persuadée que la demande s'adaptera à l'offre. Je pense que les élus ont peur que la demande ne vienne plus, en fait, parce qu'on leur vend du ski. C'est clair, hein, quand il a neigé juste avant les vacances de février, et que tout le monde arrive et tout le monde est content sur les pistes, on a vendu de la neige. Mais tant mieux. Sauf qu'aujourd'hui, de la neige à Noël, on n'en a presque jamais. Moi, j'invite les gens à venir au ski en conscience, c'est la mode de le dire, mais quand les champs sont verts et qu'on a quelques pistes ou un domaine qui est partiellement enneigé qui nous permet de skier à Noël, est-ce que c'est normal ? Et quelles sont les conséquences environnementales et sociétales derrière, hein, parce que ça veut dire que les locaux, on leur impose ça aussi. Pas tous sont d'accord, hein. Oui, il y en a qui le sont, mais d'autres non. Donc, la montagne idéale, ce serait de développer ce qu'on appelle, c'est la mode, mais tant pis, mais j'y crois vraiment, l'agropastoralisme. Aujourd'hui, nos montagnes sont riches
de pastoral, mais vraiment riche. Les métiers ancestraux ont disparu, mais je pense qu'aujourd'hui, l'artisanat doit remonter. Peut-être que ça veut dire travailler 12 mois au lieu de 5 ou 6, hein, c'est clair, en montagne, peut-être. Mais je pense que ce serait pour le bien de tous. Aujourd'hui, de faire participer les gens à ce qu'ils voient de leur environnement, comme on voit en Suisse. En Suisse, quand on fait des randonnées pédestres avec guide ou sans guide, on invite les gens à observer le paysage et de rapporter ce qu'ils trouvent anormal. C'est chouette. Ah bah oui, là, il y a un bulldozer dans un champ. Est-ce que c'est beau? Non, mais pourquoi il est là? Ah bah parce qu'on prépare les pistes pour l'hiver. Est-ce que c'est normal? Bah, c'est banal en fait. Mais est-ce que c'est normal? Non, en fait. Et quand on construit une retenue collinaire, combien d'espèces de marmottes, de chauves-souris, d'oiseaux, de tétras ont disparu ou ne reviendront jamais? Quand un torrent est asséché, c'est combien de poissons tués? C'est combien de truites fario, qui est une espèce protégée qui ne reviendra plus jamais dans la nature. Quant à Annecy, en 2018, on a le lac qui recule de plusieurs centaines de mètres. On a eu une espèce de marée basse à Annecy, et les photos sont terribles, où pour atteindre le lac, on marche comme au Mont-Saint-Michel sur des rives asséchées. C'est dû à la sécheresse de 2018. À Annecy, le lac, c'est quand même l'eau potable. Si cette eau recule ou manque d'être abreuvée parce que les bassins versants sont amoindris, ça veut dire que également elle a moins d'oxygène et que l'eau croupit. On l'observe dans les lacs alpins. Annecy, si l'eau n'est plus potable, je crois qu'Annecy se vide. En fait, les conséquences de ce petit privilège qui, je vous l'accorde, est extrêmement agréable, sont trop graves pour ce qui se prépare, par rapport à ce qui se prépare. Et c'est ça qui est dommage. Alors, agropastoralisme, bon après, Oui, comment dire, vu la topographie, on peut imaginer c'est difficile d'installer des usines, quoi, mais bon, quoique, une industrie locale. Je pensais, bah, évidemment, on pense aussi au tourisme hors saison, le tourisme estival. Bah, je sais que ça oui. représente peanuts aujourd'hui en termes de manne économique, mais Si, c'est voilà. beaucoup. Ouais. Ah En oui? fait, je pense que quand on voit, en fait, c'est toujours pareil. Quand on voit les stations villages, hein, en fait, les différentes topologies, je veux dire, des villages de montagne ici, c'est qu'on a ces stations villages, en bordant la Clusaz, Beaufort, Samoin, qui sont magnifiques, qui vivent toute l'année, hein. Ce sont des villages où il y a des écoles, les gens viennent. Depuis la Clusaz, ils vont à Genève, ils vont travailler à Annecy, ils sont commerçants, ça vit toute l'année, hein. Il y a 1700 habitants à l'année à la Clusaz. Sauf que on perd régulièrement des pourcentages d'habitants parce que le foncier monte et il est acheté à des prix faramineux pour 2 semaines par an, en fait. Donc, en fait, les locaux ne peuvent plus se loger. Aujourd'hui, il faut faire remonter les populations locales sur leur territoire. Donc, faut leur offrir une activité. Aujourd'hui, de faire des universités en montagne plutôt qu'en vallée, pour moi, ça a du sens. On fait monter des étudiants, on fait monter des familles, on crée d'autres commerces que de la location de ski, on crée de l'agropastoralisme, on peut faire des laboratoires de recherche, on peut aujourd'hui demander des artisans d'Annecy, si je parle d'Annecy, hein, de monter à la Clusaz, hein, c'est 25 minutes de route. Hein. Après, il y a toujours le problème de la mobilité, mais ça se travaille, hein, il y a des solutions à tout. Je pense qu'aujourd'hui, on ne doit plus chasser les locaux de chez eux à cause des prix de foncier. Et puis, de faire remonter ces économies, c'est rendre service à la population locale et aux enfants qui sont sur place, qui un jour, malheureusement, si on n'est pas issu d'une famille de riches propriétaires terriens, eh ben, on quitte son village. C'est très dommage. Je ne sais pas si c'est une bonne chose en termes de soutenabilité, mais voilà, la montagne, mais aussi l'idée m'a toujours attiré en termes de bah tiens, j'irais bien y passer 3, 4, 5 ans de ma vie. L'aspect ermite qui vit lentement, et puis les peuples de montagne comme le Bhoutan, bon, j'ai une certaine Oui, fascination et tout. Mais bah voilà, ce serait pas une résidence secondaire, mais ce serait quelques années sabbatiques à passer dans un autre milieu. Est-ce que c'est quelque chose que vous conseilleriez, qui vous paraît mais oui, soutenable? Oui. ben oui, bon après tout dépend des moyens. Hein. Bien sûr. Quand on est retiré dans un petit village de montagne, on n'est pas obligé d'avoir un chalet de luxe. Hein. Ah non, bien sûr. Ah non, non, Euh, c'est au contraire en mode ermite. Donc, En mode ermite, oui, faut trouver la grange de l'ermite, c'est sûr. Mais non, non, c'est complètement chouette. Et nous, en fait, c'est ce que disent les habitants, hein, les locaux. Hein. Oui, nos arrière-grands-parents ont été sauvés de la misère grâce à l'industrie du ski. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, on est en train
d'endetter nos enfants pour un modèle qui ne va plus tourner. Qu'est-ce que vont faire nos enfants dans 30 ans quand 70% des pistes et des domaines skiables de France seront enneigés alors qu'il y aura plus d'activité? Ils rembourseront les dettes quand même, parce qu'il y a quand même de l'argent qui est sorti. Mais aujourd'hui, oui, de vivre en montagne aujourd'hui, d'y développer une activité pastorale ou autre. Aujourd'hui, si on a envie de tirer parti du réchauffement climatique, ce qui est triste à dire, est-ce que les cultures d'en bas n'ont pas intérêt à monter un peu, certaines cultures? Pour cela, effectivement, il ne faut pas assécher les torrents non plus. Ce n'est pas des retenues collinaires qui vont abreuver peut-être des territoires quand l'irrigation naturelle est asséchée. Donc, tout ça est à travailler. Je discute beaucoup aussi un petit peu avec Serge Zaka, par LinkedIn. Agroclimatologue. Voilà. Oui. Voilà, où là, là c'est formidable en fait, parce que là, on touche le nerf de la guerre, c'est réchauffement climatique et alimentation. Les territoires de montagne, quand ils auront enneigé les domaines skiables, ils vont devoir avoir beaucoup, beaucoup de sous pour acheter l'eau qu'ils n'ont plus et puis acheter à manger. Peut-être qu'on a intérêt à faire remonter les cultures, peut-être qu'on a intérêt à motiver nos jeunes à s'intéresser à l'agrologie, à l'agronomie, à la géographie, à la morphogéographie, à tout ce qu'on veut, et puis à travailler les sources. Honnêtement, on doit aujourd'hui rassurer les gens et sécuriser l'eau potable. C'est essentiel. Merci beaucoup Valérie pour votre engagement. Vous faites beaucoup d'honneur à l'écologie qui a besoin de gens comme vous. Je ne sais pas s'il y a des points, il nous faudrait des heures pour tout aborder et vous avez une vaste expérience. Est-ce qu'il y a un point particulier qu'on n'aurait pas abordé, que vous souhaitez, un message que vous souhaiteriez transmettre à ceux qui nous écoutent? Oui, le sujet est vaste. Ne soyons pas dégoûtés du ski. Moi, j'ai décidé de plus prendre l'avion, mais pour le moment, j'ai pas décidé de ne pas skier. Alors, c'est facile à dire. On dit, qu'est-ce que tu fais toi? Bah oui, je skie encore, mais peut-être que j'arrêterai dans 5 ans. Pas parce que je suis trop vieille, mais parce que j'ai trop de conscience peut-être sur le sujet. Mais en fait, il y a des livres à lire qui sont superbes. Il y a un livre des années 70 qui s'appelle La montagne empoisonnée. Cette femme était une visionnaire, la montagne empoisonnée des années 70. Elle explique tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui sur cet or blanc qui nous pollue malheureusement plutôt que de nous apporter la vraie richesse telle qu'on voudrait. Et puis, il y a un nouveau livre qui s'inspire de ça et qui est très chouette, qui vulgarise extrêmement bien le problème de la promotion immobilière en station. C'est Touche pas au Grisby de Guillaume Desmurs. C'est un petit pamphlet, on va dire, une nouvelle, qui pointe très justement la problématique de la promotion immobilière et du développement immobilier dans l'aménagement global de la montagne et pourquoi on en arrive là. Et je pense que les gens doivent savoir aujourd'hui. Mais venez skier, c'est chouette. Tout à fait. Puis oui, c'est bien de pouvoir effectivement sur des livres à lire pour aller plus loin. Oui. Merci beaucoup Valérie. Et puis je vous dis à bientôt. Je vous en prie Cyrus, merci beaucoup pour votre intérêt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.